Imagine t'achètes la version XXL de cette Funko Pop de Thor nu avec sang sur Minecraft, toi t'en es tellement fier que tu mets une petite bougie dessous pour l'éclairer pendant la nuit, faire plaisir à 2-3 potes et avec la chaleur, paf, tu te retrouves avec un Thor chibré comme un acteur porno japonais avant floutage. Bon, c'est un JT garanti sans spoiler sur Thor Love and Thunder qui vient de sortir, que je n'ai pas vu, mais on va quand même un petit peu en parler. On va parler de certaines inspirations, de certains scandales qui pointent, de Christian Bale. Je vous dirai quasiment, presque, tout ce qu'il faut savoir avant la séance. Et puisqu'ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 357e JT Comics. Mais quel monde, les amis, quel monde, celui dans lequel l'extrême droite française, représentée par Damien Rieu, ne parvient pas à comprendre les vannes très foireuses des égouts que peuvent être Internet parfois et associe Hideo Kojima avec l'assassin de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe. Alors on sait que l'extrême droite et la précision factuelle, c'est comme Freddy Krueger et les papouilles, ça ne va vraiment pas ensemble, mais j'ai horreur des gens qui confondent des gens avec d'autres gens. C'est pour ça que je pense que le père de Damien, André, aurait mieux fait d'avoir cours de violon le jour de sa conception au lieu de sortir son seul instrument monocorde avec sa mère. Mais il est temps pour nous de faire valser les news de la semaine. Flirt et étincelle. C'est aujourd'hui que sort Thor 4, un film qui semble s'inspirer des meilleurs comics modernes sur le dieu du tonnerre tel qu'il a été privatisé par Marvel. Alors la critique semble le descendre en flèche pour son manque notamment de profondeur, et on verra, on ira juger sur pièce, mais c'est vrai qu'on peut se méfier du côté clownesque des films de Waititi qu'on avait pu voir déjà dans Thor Ragnarok, et pourtant on sait à quel point le matériau source, lui, ne manque pas de profondeur, puisque c'est inspiré en grande partie des scénarios de Jason Aaron, à qui on doit Jane Foster, Gore le massacreur de Dieu. Les fans de comics savent à quel point le scénariste s'est emparé du personnage pour Marvel autant que le crack s'est emparé de la colline pour Paris. Injustement, il a dévoilé les vraies origines de Gore, le massacreur de Dieu, des coulisses comme ça, dans les premiers pitchs qu'il a envoyés à Marvel. Et moi, vous savez, ce genre de choses, j'en suis friand comme si c'était des petites brioches. En réalité, Gore, c'est le nom d'un des tout premiers ennemis du dieu du tonnerre, à l'époque où il paraissait encore dans le titre Journey into Mystery. Et c'est un peuple venu de Saturne, donc a le physique d'un videur de boîte branchée et l'esprit d'un écossais sans kilt, puisque tout ce qu'il trouve de mieux à faire pour prouver sa force, c'est d'arracher un tronc d'arbre qui n'a absolument rien demandé. La première idée d'Aaron, quand il a su qu'il allait reprendre en main le personnage de Thor, c'est de faire un arc avec un serial killer de Dieu, justement. Dans le pitch qu'il envoie à son éditrice, il envoie le nom de Gore, mais il dit que c'est pas satisfaisant et que ça sera amené à changer, c'est provisoire, ça devait être un truc ultra confidentiel, c'est resté, mais on devait l'appeler plutôt le massacreur de Dieu, même si son surnom, vu les premiers concepts des Sadri Beach, ça aurait mieux fait d'être Camelto. D'ailleurs, Jason Aaron a proposé qu'on le rende un petit peu plus humain pour qu'on puisse plus facilement s'identifier à lui. Et Ribic a proposé de garder un look asymétrique, à savoir une jambe normale et une jambe de chèvre, ce qui est associé au diable dans certaines légendes balkaniques. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le premier script officiel pour la première apparition de Gore. C'est un boucher, un meurtrier, un tueur en série. Ses armes sont faites pour la torture et la douleur. Il veut que les dieux souffrent le plus possible avant de mourir. Et c'est la seule raison pour laquelle on peut porter ce genre de string, à mon avis, qui ne plairait qu'à Borat dans ce monde. Je pense qu'il a dû calmement teabag un ou deux dieux et ça a suffi à les faire crever. Bon, en tout cas, 10 ans plus tard, Gore est incarné par Monsieur Christian Bale, alors qui aurait dû rajouter un K à son nom de famille puisqu'il s'en balèque complètement et ça fait de lui un très bon client des médias qui se régale à faire des petits titres putassiers aussi bien dans les journaux que pourquoi pas dans les vidéos. Alors cette star de Love and Thunder avoue n'avoir vu qu'un seul film Thor, quand Bale a dit qu'il n'avait vu que Thor Ragnarok. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Qu'il confesse avoir vu et aimé Thor 2? Mais non, les médias se régalent à faire de Christian Bale un mec aussi peu gérable que Gérard Depardieu lâché dans une cave à vin, aussi prétentieux qu'un président élu avec 30% d'abstention et aussi peu près que les effets spéciaux de Wolverine Origins quand le glouton a fuité sur Imul, commente si t'as la ref. Christian Bale ne savait même pas ce qu'était le MCU avant d'y rentrer. Moi j'oublie tout le temps que VIH ça veut dire virus d'immunodéficience humaine, et j'ai vraiment pas envie que lui rentre en moi par contre. Bale ne savait rien de l'histoire du MCU, il ne connaissait que ce film qu'il résume en ces termes. Il dit j'ai vu un film un jour où il y avait un gros costaud qui cherchait des pierres. Heureusement qu'il a mis pierre au pluriel, sinon on aurait pu croire que c'était Snatch. Il dit aussi que jouer Gore c'était ce qu'il y a de plus facile. Tout le monde en fait un prétentieux alors que non. Il dit que
l'appétit du public pour les vilains hein, rend forcément le job beaucoup plus facile que pour l'acteur qui joue le héros. Il en sait quelque chose, il a été 3 fois Batman quand même. D'ailleurs Bale, ce héros, a déclaré que Gore était plutôt bien nommé pour incarner un boucher sanglant, sauf que lui s'est vrillé l'œil en cherchant le personnage sur Google et qu'il a appelé Waititi pour lui dire que il avait peut-être pas trouvé le bon acteur pour se balader en string comme une figurante dans un des premiers clips de 50 Cent. Le réalisateur lui a assuré que le look du personnage serait changé. D'ailleurs ça a énervé certains fans ça, alors que c'est approuvé par l'auteur et qu'il faut attendre de voir surtout la profondeur du personnage. Et puis Bale apparemment ne savait pas, n'avait pas lu, avait loupé la partie qui disait que son personnage ne serait pas réalisé en images de synthèse. Lui il pensait qu'il allait avoir plein de petits points sur la gueule comme un préado, comme Thanos, et que tout serait fait en post-prod, hein, et il a réalisé qu'il était convoqué 4 heures avant hein, dans une caravane, ce qui signifie quand ce n'est pas la caravane de Michel Fourniret que vous allez passer au maquillage, à la prothèse, sauf que lui il le fait en rendant hommage à tous ces artistes qui travaillent dans les effets spéciaux et notamment dans le maquillage. Il les nomme d'ailleurs, il dit que sans eux le personnage n'aurait pas été créé, ils ont contribué aussi, il nomme Adam Johansen, Carla et Emily. Et ça fait du bien d'entendre ça puisque ça vient un petit peu contraster avec ce clip qui a été la goutte d'eau de toute la communauté qui travaille dans les effets spéciaux, qui travaille dans le cinéma, ou de toute la communauté qui supporte ces gens-là, hein, puisque on y voit Waititi et Tessa Thompson qui semblent se moquer des effets spéciaux de Miek, hein, qui soi-disant n'aurait pas l'air réaliste dans ce plan-là, qui serait plutôt gris, plutôt bleu selon les plans. Et ça passe super mal, hein, surtout quand il y a eu plein de témoignages toute l'année hein, qui ont été résumés dans un article sur The Gamer, des gens qui travaillent pour Marvel Studios hein, dans les VFX, hein, donc Marvel qui ne tiendrait pas une seule seconde sans ces effets spéciaux, ça serait que des fonds verts, et qui se plaignent de dates butoirs irréalisables, hein, de gestion des équipes complètement lamentables qui occasionnent du stress et des tonnes d'heures supplémentaires qui apparemment sont payées de façon dérisoire et qui surtout ne rachèteront pas la santé de ceux qui passent des nuits à travailler hein, pour animer je ne sais quelle créature du MCU. Bref, que des trucs qui font bander un ministre du travail mais qui ne devraient certainement pas être la norme chez les studios Marvel qui sont un des plus grands studios de cinéma et un des plus riches surtout. Donc allez Marvel, on montre un petit peu l'exemple. On change ça, hein. Je vous laisse me dire dans les commentaires en faisant attention aux spoilers, soyez dignes, ce que vous avez pensé de Thor, le 4e opus. Hein. Bonne séance à tous. Adaptation. Et dans le reste de l'actu ciné, des news de la série Echo qu'on a pu voir hein, dans la série Hawkeye, et un casting qui fait de plus en plus penser aux comics dans lesquels le personnage est apparu, hein, puisqu'on retrouverait Charlie Cox en Daredevil, ce qui en fait la série Disney+ avec le plus gros budget allocation adulte handicapé. On retrouverait aussi Vincent D'Onofrio qui reviendrait en Caïd, et Daredevil serait à la recherche d'un ancien allié, et beaucoup pensent au retour de Jessica Jones dans le MCU. Les rumeurs disent que ça serait le même Caïd que dans la série Hawkeye, un dommage, et en même temps non, on peut comprendre, hein, là il était au plus bas de sa forme, ils l'ont brisé, maintenant il peut que remonter, d'ailleurs il aurait un cache-œil hein, puisqu'il s'est fait tirer dessus. Ça reste quand même un vrai tank hein, le type, mais là ça serait le début de son ascension vers soit bien le chef de la pègre new-yorkaise, soit, et ça serait excellent ça, hein, le maire de New York. Pourquoi pas, maire légèrement véreux, et lisez le run de Chip Zdarsky sur le personnage quand il se rend compte que le milieu de l'influence, des riches, de la politique est peut-être encore plus vicieux que le milieu du crime organisé, c'est excellent. Et puisqu'on est dans les grands retours, oubliez tous les mouvements réseaux sociaux qui ont fait que la Warner a lâché la Snyder Cut, qu'on a eu le concept de Spider-Man No Way Home, ou bien que Ryan Reynolds a pu faire son Deadpool hein, en faisant fuiter la séquence de test d'intro. Alors les fans de Batman se mobilisent enfin pour une vraie cause, hein, celle qu'on veut revoir dans The Batman 2, des dirigeables dans le ciel de Gotham City. Bon alors pour l'instant tranquille, hein, puisque c'est un tweet qui ne compte que 800 retweets et 15 000 likes, hein, ce qui est quand même pas mal du tout, mais c'est vrai que pour moi les dirigeables c'est clairement la série animée Batman de 92, hein, et bon là... Heureusement que Gotham est inondé, hein, ça justifie déjà un petit peu plus la voie aérienne, parce que sinon je vois vraiment pas ce que font des flics dans un dirigeable, hein, mis à part pour regarder un petit peu ce qui se passe là-haut. S'ils voient Killer Croc attaquer un habitant de Gotham, hein, mis à part sortir le téléphone, filmer avec un mode zoom pour faire une espèce d'Ushuaïa nature, eh bien je ne vois pas à quoi il sert. Et en parlant de viser le ciel, ceux qui n'ont pas peur de le faire, c'est Sony, puisque la rumeur dit que le film Madame Web serait
en réalité une couverture, un nom de code pour une adaptation en prise de vue réelle du Spider-Verse, tel qu'on a pu le voir dans les comics par Dan Slott et Olivier Coipel. Donc Madame Web serait la figure ésotérique qui viendrait réunir plein de Spider-Man, Spider-Woman de dimensions différentes. Et ça va faire plaisir d'enfin rencontrer le Spider-Man de l'univers de Venom 1, Venom 2, de Morbius. On nous dit qu'il existe partout, mais le seul super pouvoir qu'on est sûr qu'il possède, c'est l'invisibilité. La plus totale même. Et on finit avec une news qui m'a fait de la peine à mon petit cœur. Une news sur David Harbour qui dit avoir appelé Ryan Reynolds puisqu'il a pressenti le flop de son Hellboy. Lui, il dit qu'il adore Mike Mignola, Hellboy, donc le créateur et sa créature. Il dit qu'il a compris quand il a vu les réactions des gens qui voulaient clairement pas une réinvention du personnage, mais un Hellboy 3 par Del Toro avec Ron Perlman, que ça allait flopper. Donc il a appelé Ryan Reynolds, qui lui n'avait rien demandé, qui a reçu un coup de fil. Apparemment, il dit que ça s'est passé comme ça. Il lui a dit: salut, tu te souviens de Green Lantern, un échec monumental pour toi, c'est comment ce genre de merdier, parce que je pense que je vais droit dedans, est-ce que ça va aller pour moi? Il déclare que Reynolds a une réponse tout à fait gentille, et la mienne, ça serait de vous dire de lire du Hellboy pour vous consoler. La source. Et quand je vous dis que les comics, c'est la source, regardez cette page de script de Brian Michael Bendis pour la future série HBO Max Legions of Super Heroes. Donc vous avez un des architectes modernes de l'univers Marvel Comics, à qui on doit notamment la séparation des Vengeurs qui a occasionné plein d'events, le Secret Invasions et j'en passe plein, House of M, etc. Ça a conditionné également le Marvel Cinematic Universe et maintenant il travaille pour DC et il n'oublie pas de citer, et ça c'est très classe, sur la première page du script, les créateurs originels de cette équipe, à savoir Al Plastino et Otto Binder. C'est pas Bob Kane qui aurait fait ça, ce gros fils d'up. Et en parlant de ces scénaristes qui sont comme des gros monster trucks, pas polluants mais tout terrain et ultra puissants, monsieur Ed Brubaker annonce la réédition d'un de ses vieux comic books qu'il avait fait paraître dans l'anthologie de Dark Horse Comics, The Fall, avec Jason Lutz, dans lequel on voyait un employé tout à fait tranquille d'un commerce, d'un magasin, qui était pris dans une histoire de meurtre vieille de 10 ans lorsqu'il a le malheur d'utiliser une carte bleue volée. Là, ça sera en couleur, c'est du Ed Brubaker, donc ça doit être lu. Oui, c'est l'été, j'ai plus le temps de vous convaincre autrement. Et d'ailleurs, il me tarde absolument le prochain volume de Reckless. On aurait pu le prévoir, mais la version maléfique de Superman qui déclare la guerre à l'humanité, créée par Mark Waid et Peter Krause dans Irrécupérable, revient là au sein d'un financement participatif chez Boom Studio. Ça sent le surf sur le Homelanders de The Boys entre autres, et c'est très bien. Et chez Marvel, plusieurs petites choses. Tout d'abord, une mini-série intitulée Wakanda, qui mettra en scène donc au format anthologie tout plein d'histoires sur les personnages qui peuplent le Wakanda et qui peupleront le second opus du film consacré à Black Panther. Il y aura même un fil rouge intitulé l'histoire des Panthères Noires, et Marvel parvient aussi à surfer sur les films avec un one-shot consacré à Eros, Star Fox, celui des Éternels, dans le cadre du gros crossover qui va opposer les Vengeurs, les Éternels et les X-Men. Et c'est Jim Starlin qui sera content ou pas de voir encore une autre de ses créations exploitées par Marvel. Et en parlant de crossover, justement, Tsuburaya et Marvel se sont mis d'accord et on verra Ultraman, Ultra Seven et les héros de l'univers Marvel affronter des kaijus tous ensemble. Alors ça risque de plaire beaucoup aux fans, ou pas, puisqu'on sait qu'ils peuvent être très tatillons sur ce genre de crossover propice au fanservice. Et alors, en parlant de fanservice, moi, après avoir vu dans la bande-annonce de Day Shift Snoop Dogg prendre des vampires avec une Gatling, il a jamais rafalé aussi vite avec sa propre bouche quand il rappait, c'est pas ce qu'il fume qui va l'aider d'ailleurs. Mais le grand Snoop Doggy Dogg sera également le taulier des futurs comics anthologiques aussi, Tales from the Crypt, qui viennent parodier Tales from the Crypt, donc ce sera de l'horreur urbaine, avec Crypt, c'est l'un des plus grands gangs jamais créés dans l'histoire des États-Unis. Évidemment qu'on va lire ça. Lisez, cette semaine, énormément de taf, mais je me suis quand même régalé devant le grand final de la saison 3 de The Boys, et je tiens à m'excuser, puisque j'ai le grand boss de Marseille, monsieur Bruno Bessadi, qui m'a dit que je spoilais pas mal The Boys sans tir de sommation, donc là, garantie sans spoil, je vous dis que cette saison, une fois qu'on gratte un petit peu le vernis des outrances, du gore et de tous les passages un petit peu extravagants,
les personnages sont super bien écrits, il y a énormément de profondeur. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point c'est difficile de faire de la satire à une époque où le réel est devenu plus satirique que la fiction, et en traitant leurs personnages de manière tout à fait sérieuse, eh bien, ils y parviennent, et donc il me tarde vraiment la saison 4, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison, dites-moi ce que vous lisez dans les commentaires, et puisque c'est la fin de ce JT, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le regarder malgré l'été, malgré la chaleur, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, hein, ça me fait vraiment plaisir, je vois tout, d'ailleurs n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de répondre au plus grand nombre d'entre vous, mais je vous lis absolument tous, hein, sur les réseaux sociaux aussi, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 357 JT maintenant. Je vous fais des gros bisous, lisez au frais, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, je suis pas un politologue, hein, mais ce qu'il faut retenir des Uber Files, c'est que Macron et le PDG d'Uber, ils se sont câlinés fort, hein, un petit peu comme s'ils jouaient une scène pour Fake Taxi finalement.